parler un petit peu de comment l'écosystème a évolué. On est passé quand même dans un environnement Far West qui est toujours un petit peu Far West d'une certaine manière en 2017 où vous avez commencé à éclore, à aujourd'hui un marché qui devient plus mature avec MiCA, avec la loi influenceur, avec de plus en plus de juridictions de pays qui commencent à mettre la main à la pâte et qui prennent le sujet au sérieux. Comment tu as vu cet écosystème évoluer? Quelles sont pour toi les évolutions majeures du côté de la régulation depuis 2017? Alors, bon, c'est une longue histoire. Je vais essayer déjà de la circonscrire un peu au marché que je connais le mieux, qui est le marché et la réglementation française et européenne. Et puis essayer d'y aller schématiquement. Mais quand on a commencé notre activité, la réglementation sur les activités crypto, que ce soit sur la fiscalité, etc., mais que ce soit sur l'exercice d'une activité en lien avec les cryptos, n'existait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de réglementation spécifique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait aucune norme qui s'appliquait au secteur, mais ça voulait dire que déjà on avait l'État n'était pas très regardant. L'État n'était pas très regardant. C'était une activité qui était assez mal connue, assez mal maîtrisée. L'État a commencé à identifier certains risques. On ne savait pas exactement dans quelle case, et ça on en reparlera tout à l'heure, faire rentrer certaines activités crypto, et ça crée une insécurité juridique forte du flou pour le secteur. En fait, on pouvait s'attendre à un peu, et ça on en reparlera tout à l'heure, à ce qui se passe un peu aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglementation spécifique sur une activité qui présente des caractéristiques techniques qui sont nouvelles, donc qui font qu'elle ne rentre pas totalement dans le cadre de la réglementation financière existante. Et donc, on ne savait pas, les acteurs qui exerçaient avaient peur de se retrouver demain mis par l'AMF dans je sais pas, la case d'un acteur qui, par exemple, propose au public des titres financiers. Et là, il y aurait pu y avoir des conséquences très graves, à la fois pour l'activité et pour la responsabilité des dirigeants. Donc, on est dans une période de flou, à la fois pour les acteurs et puis pour l'État, puisque l'État a identifié très vite, pas que l'État français, mais les États dans le monde, les risques que représentaient aussi les activités qui étaient liées aux cryptoactifs en termes de blanchiment, de financement du terrorisme, etc. Et donc, on est passé, quand l'écosystème crypto a commencé à prendre de l'ampleur et qu'il y a eu de plus en plus d'activités, on a eu quand même très rapidement, en tout cas en France, une réglementation qui a été adoptée. Donc, la première réglementation en France, d'ailleurs c'est l'une des premières qui a été adoptée dans le monde et en Europe, c'est la réglementation qui a été votée à l'issue de la loi Pacte de 2017. Donc, c'est une réglementation qui a instauré un premier régime, qui est le régime que j'évoquais tout à l'heure, qui est le régime de prestataire de services sur actifs numériques, et qui est un régime qui vise à obliger des acteurs qui exercent certaines activités en lien avec la crypto, par exemple des exchanges qui proposent d'échanger des cryptos contre des fiat, qui proposent d'échanger des cryptos contre d'autres cryptos pour le compte de tiers, d'être soumis à un régime d'enregistrement obligatoire auprès de l'autorité des marchés financiers. Faire savoir qu'ils existent et qu'ils agissent, quoi, au final. C'est un régime d'enregistrement obligatoire, donc qui vise à contrôler deux choses. À la fois que, effectivement, la société qui opère est correctement enregistrée et que les dirigeants présentent le minimum de garanties en termes de compétences et d'honorabilité pour exercer dans un secteur qui est quand même un secteur financier, quoi. C'est-à-dire qu'il faut montrer aux régulateurs que vous êtes compétent pour gérer les sérieux, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on gère quand même de l'argent. Donc le passé, par exemple, les antécédents judiciaires, voilà. Voilà, on ne vous demande pas forcément d'être diplômé, d'avoir un Master 2 en réglementation financière, ou d'avoir en tout cas, c'était pas le cas à l'époque. Est-ce que vous avez un profil qui n'est pas manifestement incompatible avec la gestion de fonds. De fonds. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, qui est le volet le plus important, qui est demandé dans le cadre de l'enregistrement, c'est de mettre en place une politique LCBFT, une politique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est-à-dire mettre en place le dispositif au sein de votre entreprise qui permet de contrôler l'identité de vos clients et d'éviter que des clients utilisent votre service pour procéder à du blanchiment de fonds ou à du financement du terrorisme. C'est ça. Je pense que c'était répandu, ça, par exemple. Pardon ? Je pense que c'était quelque chose qui était assez répandu avant ces enregistrements, ou que c'était juste anticipé. Ça l'était assez peu, pour être honnête, parce que la logique
qui président à ces réglementations là, de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont assez antinomiques avec les propriétés techniques de la crypto. La crypto, ça permet de faire des transactions de façon incensurable et pseudonymique d'une adresse à une autre. Et donc, l'idée au départ, c'est qu'effectivement, les personnes qui échangent des cryptos ou qui veulent en acheter, notamment à l'époque, il y avait des ATM Bitcoin, y compris en Île-de-France, etc. Et l'idée, c'est que les gens pouvaient en acheter, se les échanger de façon pseudonymique, quoi, juste en se donnant leur adresse. Donc, c'était assez incompatible au départ. Quelle époque. Voilà. Le fait d'avoir créé ce statut-là, ça a forcé, non seulement ça a mis fin à un certain nombre d'activités qui ne pouvaient pas se mettre en conformité avec ça. Et les ATM Bitcoin, ça a été compliqué. Maintenant, ça n'existe plus en France. Ça existe dans d'autres pays, mais en France, plus. Et ça a forcé aussi justement tous les acteurs qui opéraient dans ce secteur à procéder à ces contrôles et à ces vérifications. C'est quelque chose qui ne faisait pas effectivement spontanément au départ. Donc, on a eu ce statut-là, mais qui est quand même relativement, qui est un statut, on va dire, au regard de ce qui existe dans la réglementation financière, c'est un statut qui est relativement léger. Voilà, c'est assez peu contraignant. Okay. C'est assez peu contraignant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu souhaites demain développer une activité où tu proposes des titres financiers au public, etc., les obligations, elles sont beaucoup plus importantes lourdes, ouais. Voilà, que celles qui sont demandées dans le cadre de l'obtention de l'enregistrement PSAN. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Même à droit égal, c'est-à-dire que l'enregistrement PSAN, bon là ça va changer à partir de demain, on en reparlera, mais l'enregistrement PSAN aujourd'hui est beaucoup plus compliqué à obtenir qu'il ne l'était au début de l'existence de la réglementation, tout simplement parce qu'il y a eu des scandales financiers et que le régulateur aujourd'hui n'a pas envie FTX, tu veux dire par exemple? FTX, tous les scandales qu'il y a eu. Celsius. Ouais. Voilà, exactement. L'AMF n'a pas envie de d'estampiller enregistrer PSAN, un acteur qui demain pourrait potentiellement se montrer défaillant, ou participer de près ou de loin à un scandale financier. Donc, ça se matérialise concrètement par le fait qu'il y a de plus en plus de contrôles. Il y a aujourd'hui des PSAN qui ont obtenu le PSAN il y a certains temps qui se font radier. Il y a eu des radiations et il y a un contrôle. Il y a eu 3 acteurs qui se sont fait radier, alors certains parce qu'ils avaient cessé leur activité et d'autres parce que ils avaient perdu les fonds de leurs clients ou qu'ils avaient un dispositif de lutte contre le blanchiment du terrorisme et lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui n'était pas suffisamment, qui n'était pas bien appliqué, qui n'était pas adéquat dans la raquette. Donc ce que tu me dis, c'est que en vrai le PSAN c'est pas forcément un gage de qualité. S'il y a des PSAN qui peuvent se retrouver à perdre les fonds des clients. En réalité, aujourd'hui, et comme je te le disais au départ, voilà, les PSAN, ça contrôle l'honorabilité et la compétence des clients a priori et l'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment. Mais aujourd'hui, et en tout cas, je te dis encore une fois, c'est le PSAN tel qu'il existait de 2017 jusqu'à aujourd'hui. Parce que demain, entre en vigueur un PSAN renforcé. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait aucune obligation de sécurité informatique, de résilience du système d'information, et ça va changer à partir de demain. À la suite du scandale FTX, le législateur a voté une nouvelle réglementation qui s'appelle le PSAN renforcé, qui rentre en vigueur demain. C'est-à-dire que tous les acteurs qui voudront être enregistrés PSAN demain feront face à un régime qui sera plus contraignant que celui qui existe actuellement. Et donc, ce nouveau régime, il demandera, en plus des obligations dont on a parlé, de disposer d'un dispositif de sécurité et de contrôle interne qui soit adéquat, d'un système de gestion des conflits d'intérêts, d'un système informatique résilient et sécurisé, et d'autres obligations, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui visent justement à compenser les lacunes de la réglementation. Donc, mais ça ne change rien le fait qu'il y ait toujours l'enregistrement et l'agrément. Alors, effectivement, maintenant, il y aura juste, au lieu d'avoir l'enregistrement et l'agrément, il y aura l'enregistrement renforcé et l'agrément. Pour les acteurs qui voudront s'enregistrer là à partir du 1er juillet. Mais aujourd'hui, pour être clair, effectivement, je n'ai pas parlé de l'agrément. Parce qu'il n'y a aucun acteur qui est agréé aujourd'hui. Ça ne devrait pas tarder, mais aujourd'hui, il n'y a aucun acteur. L'agrément, c'est le niveau au-dessus de l'enregistrement. C'est des obligations qui sont plus lourdes, qui se rapprochent beaucoup plus des obligations qu'on peut voir dans les marchés financiers traditionnels. Et l'agrément se rapproche énormément de ce que va constituer demain, donc l'agrément PSAN, va constituer demain ce qui sera nécessaire d'obtenir pour être compliant avec la réglementation européenne et avec le règlement MiCA.